On avait réalisé en 1994 un forum libre du jeudi sur le thème « Port-au-Prince peut-il être sauvé ?» avec le maire d'alors, Evans Paul et Grégory Guerrier. Et depuis, on s'était souvent croisés. Il avait toujours un mot gentil. C'était la courtoisie faite homme. Quelques mois avant sa disparition, il avait commencé à m'appeler avec insistance pour que je passe le voir. J'avais repris une information de Michael Médard parue dans un vieux numéro de Conjonction où je disais que la première projection du cinématographe en Haïti avait eu lieu le 14 décembre 1899 au petit séminaire au Collège Saint-Martial. Georges insista pour me voir afin de corriger cette erreur. Selon ses recherches, la première projection avait eu lieu le 2 décembre 1896 au Bon Soin de Victor Gentil et pas de Philippi au Cercle de Port-au-Prince. Et ce jour même où je l'ai rencontré, j'ai commencé à le filmer avec une petite caméra que j'avais en main et de là est sorti ce portrait de Georges Corventon. L'homme qui n'avait qu'une seule et unique passion, Port-au-Prince, dont il a essayé de décoder l'ADN et de reconstituer le génome urbain. Il ne s'était pourtant jamais fait d'illusions sur les charmes et sur les beautés de sa bien-aimée. 20 fois dévorée par des incendies criminels ou accidentels au XIXe siècle, ravagée par toutes sortes de fléaux naturels et abandonnée à elle-même. C'est la ville de Port-au-Prince que mon épouse, je dois dire que j'ai toujours aimé l'histoire parce que dès petit, à l'école j'aimais l'histoire sainte, j'aimais l'histoire d'Haïti, j'aimais l'histoire des temps anciens, j'aimais l'histoire générale, tout ce qui était histoire j'aimais. Quand j'étais en lycée à Saint-Martial, c'est à ce moment-là qu'on allait commencer à apprendre l'histoire d'Haïti. On nous avait donné comme livre un livre d'histoire d'Haïti de Windsor Bellegarde. Avant même la rentrée des classes, j'ai ouvert le livre, je me suis senti emballé. Moi j'ai eu la chance quand j'étais élève de trouver, je le donne comme exemple, de trouver un professeur d'histoire, comme le professeur qui s'appelait Édouard Tardieu, et qui en faisant avec l'histoire d'Haïti, nous apprenait non seulement à aimer Haïti, mais à aimer aussi son histoire. Je me rappelle surtout ce qui m'avait frappé quand je voyais les souffrances des esclaves. Dans l'historiographie haïtienne globale, Georges est le seul à s'intéresser de manière aussi soutenue et de manière aussi approfondie à l'histoire urbaine. C'est une circonstance qui m'a porté à devenir, comme beaucoup le disent, l'historien de Port-au-Prince. Parce que, au fait, quand j'étais jeune et que j'étais encore à Saint-Martial, je pensais que je serais plutôt romancier, comme tous ces grands romanciers du XIXe siècle qui ont tellement brillé par leur production. Nous avons une belle phalange d'écrivains qui ont été de bons historiens. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase de Edmond et Jules de Goncourt qui disait « L'histoire est un roman qui a été, le roman est l'histoire qui aurait pu être ». Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de rapports à ces deux genres. J'ai l'impression aussi que j'ai considéré ceci comme un roman parce que moi-même, en faisant des recherches, j'ai appris énormément de choses que j'ignorais de cette ville. En parlant, j'avais comme une impression que j'écrivais un roman. Je remarque qu'on a fini par comprendre l'importance de l'histoire événementielle. On avait trop tendance à une certaine époque à la ridiculiser, sans se rendre compte que sans le récit des faits, des événements,
On ne pourrait pas avoir la matière pour écrire les analyses ou les dissertations historiques qu'on écrit sur l'histoire. Ma famille était aisée, surtout à l'époque où je n'étais pas encore né. J'ai eu 2 frères et une sœur. C'est une famille d'écailles. Mon grand-père était un avocat très connu d'écailles qui s'appelait Edmond Corrington. J'ai appris le droit et j'ai été licencié. Mais je dois dire que ce n'est pas que j'ai aimé le droit d'abord, je n'ai jamais pratiqué le droit. Mais comme nous vivons dans un pays où les titres ont une grande importance, quelqu'un qui n'a aucun titre n'est pas bien vu. Je me disais au moins que je devais avoir au moins un titre. Je parlais à des amis que c'était assez bizarre que Port-au-Prince ne me semblait pas encore avoir eu un historien. C'est un historien important qui ouvre une voie d'histoire urbaine. On avait eu des écrivains qui avaient parlé de Port-au-Prince, mais c'était surtout des écrivains qui parlaient du Port-au-Prince qu'ils avaient connu quand ils étaient jeunes, tels que Lamotte, tels que Candelain Rigaud. Mais ce n'était pas vraiment des historiens qui parlaient comme historiens de la ville de Port-au-Prince. C'était plutôt c'était très limité ce qu'ils disaient. Première grosse caractéristique pour Covington, c'est que son est d'une grande simplicité. Donc son monde qui était toujours très réservé dans tout ça l'a fait, il paraît mais en pile foule, il est toujours à part ou bien toujours s'il a demandé un bagage ou bien besoin de parler avant, c'est toujours en pile précaution, en pile droit. Pour les gens en général, c'est-à-dire d'abord ceux-là qui vivaient très proches de lui, c'était, j'ai dit, cette probité intellectuelle, cette sincérité, mais pour les autres, c'était évident que Georges Covington a incarné la vertu même au niveau de l'expression de son visage, de son regard, qui ne traduisait nulle arrogance, nulle prétention, nulle présomption. Ça m'a assisté ça pendant que là, n'importe qui monde qui a besoin soit information ou interview, il est toujours disponible. Seul bagage, son nom est principe. Il faut prendre rendez-vous. Dans la période que je vais faire, je vais refuser. Et s'agissant de Covington, le vocable qualité me paraît très faible. Il faut parler plutôt de vertu. C'est un homme vertueux. Pas vertueux dans le sens chrétien, mais vertueux dans le sens éthique, comme l'entendait Spinoza. L'homme honnête, l'homme respectueux qui se respecte lui-même et qui respecte les autres. Il a incarné la vertu globale, la vertu civique, la vertu intellectuelle. Mon l'homme songeait, M. était recevoir élève l'école. Qui a besoin des informations sur l'histoire Port-au-Prince, un bail bien particulier, autre, il recevait Timounio, et puis il organisait lui tout. Pour l'acheter petit cola, mettre là dans le frigidaire, bagaille, et puis le Timounio finit par petit cola, petit ceci, petit cela. Je aimais ça. Je ne pouvais pas enseigner parce que le matin, je travaillais au ministère des Finances où j'avais été reçu comme fonctionnaire après concours, sous-estimé, et c'est là que j'ai fait ma carrière. Donc je ne pouvais pas les professer, d'autant plus que lorsque j'ai commencé à faire des recherches, à m'intéresser à l'histoire, je devais consacrer mes après-midi à aller faire des recherches et aussi à écrire. Pourquoi ne monsieur pas jamais marié? C'était ça un vieux garçon? Non, moi je l'ai. Non. Ce thème-là, parce que je te dis, Georges est très discret. Hein? On rigolait de temps en temps, mais Georges n'a jamais été marié. Ça ne m'a jamais gêné. Hein.
Oui, ça me dit vraiment. Par contre, ça, non, je me demande ça. Est-ce que c'est peut-être j'ai venu à donner école à faire Port-au-Prince là? C'est la ville de Port-au-Prince que mon épouse, il paraîtrait que ce soit la vérité, parce que plusieurs le disent. Parce que il fait du Port-au-Prince là. C'était pour madame, il t'attache un peu l'importance à ça. Je voulais que cette ville ait aussi une histoire comme la plupart des capitales du monde. J'ai énormément consulté des journaux pour écrire toute ma série, depuis les origines jusqu'à ma gloire. Les journaux constituent pour l'histoire une source extraordinaire. Et c'est dans les journaux que l'on trouve énormément de faits qu'on ignorait. C'est en lisant, c'est en faisant des recherches dans les journaux de l'époque. Il existait à l'époque un cercle mondain qui s'appelait le cercle de Port-au-Prince. C'est dans ce cercle que cette première projection a eu lieu. C'est en 1896. Comme tout historien, c'est d'abord les recherches. Les recherches d'abord dans les livres, que je trouvais dans la bibliothèque. Ce qui m'avait beaucoup aidé aussi dans la rédaction de toute cette série-là, c'est que j'avais ma propre bibliothèque, que j'ai toujours aimé les livres, parce que dès mon jeune âge, j'achetais les livres. Son monde qui a une maladie livre, depuis le livre, il faut l'acheter livre. C'est passionnant, une super bibliothèque. Son équipe en bibliothèque 17e, 18e, 19e siècle. Le fait de pouvoir travailler sur mes livres, ne pas me déplacer, aller constamment pour toutes sortes de recherches, aller à droite et à gauche pour faire des recherches, je pouvais les faire chez moi. Base qui servait monsieur pour faire tout le travail qu'il fait sur Port-au-Prince. Si vous sentez dans le fond le commentaire, monsieur. Parce que son nègre qui fait 40 à 50 ans en vie a compilé sous bibliothèque. Je dois l'avouer, même pour écrire la période 50-55, si je n'avais pas mon ami le docteur Bernardin, tout ce qui a été relatif à l'ordinateur, c'est lui qui l'a fait. Or, il arrive que depuis le tremblement de terre, je n'ai plus ma bibliothèque. Enfin, j'ai vu Georges terriblement frappé par le tremblement de terre. Son coup terrible pour monsieur, monsieur Ouémouin. Là où il était hébergé, tout de suite après le tremblement de terre. J'ai vu ça, j'ai senti sa douleur, il me l'a exprimé pour la maison effondrée. En dehors des deux tremblements de terre qu'on a eu à l'époque coloniale, Port-au-Prince n'avait pas connu de gros séisme. Il y a toujours eu des petites secousses sismiques. Même le tremblement de terre qui avait ravagé le Nord n'avait pas vraiment commis de dégâts pour Port-au-Prince. Le plus grand séisme que cette ville n'a jamais connu, c'est bien le séisme de 2010. Monsieur Dim Patrick, où est ça passé nous là? Où est ça nous perdu? Nous avons perdu la ville. Particulièrement sa bibliothèque, son obsession d'alors pour constituer la bibliothèque. Malgré que l'on connaît que il faut aller, monsieur continue, parce qu'il construit Cali en deux temps. Il construit au premier côté pour le décarrer. Si je peux chercher problème avec lui pour me sauver le patrimoine, non. Parce que moi, m'écris tout le monde pour bailler un excellent coup de main. Et à tout le monde connaît que les cas décédé n'importe qui là, monsieur persiste, continue à faire l'autre partie pour venir loger la bibliothèque. Ce qui a été sauvé de ma bibliothèque est jusqu'à présent enfermé dans un conteneur. Donc je n'ai plus de documentation pour travailler.
À travers l'œuvre de Georges, il n'y a pas seulement que les hommes politiques, il y a la vie dans sa dynamique, avec ses différentes composantes humaines, en couche sociale. On retrouve tout ça dans Georges. La première série comporte 8 volumes. Sur ces 8 volumes, les 7 premiers, avant l'apparition du 8e, avaient été réédités par le syndicat pour former 4 gros volumes. Le tome 1, qui comporte les années 1743 à 1804. Le titre est La ville coloniale et les convulsions révolutionnaires. Ça va de 43, date de la fondation de la ville, à 1804, date du départ français. Au fond, avant même la création de Port-au-Prince, toute la baie et même la rade comportait des petites îles. Toute cette série de petites îles était appelée les îlets du prince. Donc le mot prince existait bien avant. Et alors à ça est venu s'ajouter le fait que le commandant d'un navire anglais, M. de Saint-Henri, a voulu échapper à une poursuite que les autres navires ennemis faisaient contre lui. Venir se réfugier dans cette zone parce qu'il avait trouvé une zone sûre. C'était assez bizarre que le nom de son navire s'appelait le Prince. Il a été tellement content, tellement satisfait de voir combien cette rade lui paraissait belle, avait bien répondu au souhait qu'il avait de pouvoir s'y réfugier. Il l'appela le port du Prince. Le mot, avec le temps, s'est transformé. On a eu le port au Prince. Jusqu'à l'époque de la fondation du Port-au-Prince, il y avait 2 villes entre Léogane et Petit-Gouave. Quand Léogane était capitale, Petit-Gouave était considéré comme une ville qu'on avait humiliée. Et c'était de même lorsque Petit-Gouave devenait capitale, Léogane n'était pas content. Donc finalement, on a fini par trouver un site central. Et c'est à partir de cela que M. de Larnage, qui était gouverneur à l'époque, a établi des ordonnances créant la ville de Port-au-Prince. Et il était secondé par son intendant Maillard, qui était un homme aussi actif que lui. C'est la raison pour laquelle on peut dire que le fondateur de Port-au-Prince est bien le marquis de Larnage. C'est l'appréciation qu'il envoyait à Versailles qui ont contribué à ce que le roi de France se décide enfin à accepter, à créer sa capitale de Saint-Domingue sur l'emplacement de Port-au-Prince. Il y avait d'abord la belle-belle, il y avait ensuite le fait qu'elle était bien centrale au point de vue économique. C'était une ville qui était proche de 2 plaines assez riches, la plaine du cul-de-sac et la plaine de Léogane. Lui, Larnage, avant même l'approbation du gouvernement français, du choix qu'il avait fait, avait lui-même, dès cette époque, commencé à construire des petits forts appelés à protéger le site. Le Bel-Air a connu plusieurs époques. D'abord, à l'époque coloniale, c'était le quartier des grands colons, les grands propriétaires, qui avaient leurs terres en pleine du cul-de-sac, ou même aussi en pleine du Léogane, et qui avaient leur habitation au Bel-Air. Tous les rebondissements qui ont apparu à l'époque de la guerre de l'indépendance, le Bel-Air avait été totalement abandonné par les colons. Il y avait eu pas mal de maisons aussi qui avaient subi les effets de la guerre, des combats. Et c'est dans cette région-là que les nouveaux libres, les anciens esclaves, sont venus habiter. Et c'est à ce moment-là que le Bel-Air a devenu à elle un quartier populeux. Donc c'est ainsi qu'on a eu
qu'on a commencé à avoir de belles constructions encore au Bel-Air, qu'on a eu pas mal de citoyens valables qui ont préféré s'installer au Bel-Air. Sans compter ceux qui n'avaient jamais quitté le Bel-Air et qu'on appelait les grands dons du Bel-Air. De 1804 à 1915, l'arrivée de l'occupation américaine. Ce tome a comme sous-titre la métropole haïtienne du 19e siècle. Pour le 19e siècle, il y a eu un président comme Géfra qui a fait beaucoup d'efforts pour commencer à faire évoluer ce pays. Le développement aussi de la science médicale dans le pays. Tu as un homme comme le Rodin, alors lui, là, c'est vraiment lui qui a vraiment été pour beaucoup. Tu as eu aussi le docteur Dehoux. Tu as eu un très grand bienfaiteur des humbles, des pauvres. C'était le docteur Détouche. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui vous disent que depuis 1804, on n'a rien fait pour ce pays. C'est pas vrai. Dans beaucoup de domaines, il y en a qui ont beaucoup essayé de faire, mais ou bien qui ont réussi, ou bien qui n'ont pas réussi. Donc, on ne peut pas dire qu'on s'est prélassé pendant 200 ans sans rien faire. C'est exagéré. Je trouve que les gens, en général, quand ils parlent de leur pays, ils exagèrent toujours. Tu vois, avant le séisme et avant même l'occupation, les deux grands monuments de Port-au-Prince étaient la cathédrale de Port-au-Prince et le palais national. m'a profité pour faire remarquer que site côté palais ça y est, site là, zone, environnement, c'est même site ça qui existait depuis l'époque coloniale où était bâti premier palais. Que non seulement le gouverneur français était occupé, mais en même temps après ça qui était occupé par le premier président de la République là, premier palais ça a été explosé lors de la campagne de Salnave. Et sous le même emplacement, sous Salomon, il y a une construction de l'autre palais national qui lui-même à son tour explosé sous le compte. Jusqu'à ce que nous arrivions à palais actuel là, qui commence à construire sous Michel Aurès, qui a été achevé sous Datigneuf en 1922. Même espace sac de Renan, en dehors qu'il était conservé pour faire parade, il était servi tout pour d'autres manifestations, même des manifestations religieuses. Lorsque, par exemple, à l'époque où il était consacré à Haïti, à Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est sous gazon ça que cérémonie ça que fidèles a été réunis et cérémonie a été faite sous péristyle là. Et on pourrait ajouter aussi les grandes casernes des Salines qui avaient été construites sous le compte et que les Américains après ont fait comprendre que c'était eux qui les avaient construites. Parce que c'est là qu'ils avaient établi l'habitacle des marines. Et au fait, c'est une construction qui a été réalisée avant l'occupation.
Ça va être le tome 3, qui est le tome de l'occupation américaine. Ce tome comporte les années 1915 à 1934. Son sous-titre est La capitale d'Haïti sous l'occupation. Pendant l'occupation, il y a eu, surtout sous Borono, une politique de construction d'édifices publics pour l'administration qui a donné des résultats extraordinaires. Je crois que c'est le seul gouvernement haïtien qui a construit tant d'édifices publics pour l'administration et des édifices publics vraiment d'une très grande beauté architecturale. Le palais de justice, le palais, le quartier général de l'armée, et tu as l'hôtel de ville, tu as Damien. Le palais des ministères n'a pas été construit sous Borono. Il a commencé sous Salomon et a été achevé sous Hippolyte. Nous sommes 4, 1924, la fin de l'occupation, à 1950, jusqu'au départ du président Esquimau. Le carnaval a toujours existé dans cette ville. Quand je dis toujours existé, c'est-à-dire que dès l'époque coloniale, il y avait le carnaval des esclaves, il y avait le carnaval des blancs, et il y avait aussi le carnaval des jeunes couleurs. C'est un divertissement qui a toujours existé. Tu vois? Et ça a continué pendant tout le 19e siècle jusqu'à maintenant.
Du point de vue politique, il y a eu des moments très particuliers. Il faut parler aussi de Soulouk, avec l'instauration de l'Empire. Ça a marqué le pays. Ensuite, tu as eu Salam, puis tu as eu malheureusement les incendies du 22 septembre. Sous Salomon, qui ont détruit une bonne partie de la ville et qui ont contribué aussi à un affaissement du commerce national. Mais c'est étonnant que aussi Port-au-Prince était une ville construite presque en bois. Parce que c'était une ordonnance coloniale qui avait demandé après de construire de préférence en bois, parce que la ville avait subi 2 tremblements de terre qui avaient détruit toute la maison en maçonnerie. Donc, alors il valait mieux construire en bois. Et c'est la raison pour laquelle que c'était une ville presque entièrement construite en bois. Et par le fait même qu'elle était construite en bois, elle était sujette aux incendies. Parce que la maison était accolée l'une à l'autre, et le service d'incendie n'était pas très efficient. Quand un incendie éclatait, c'est tout un quartier qui disparaissait. Et il y a eu énormément d'incendies à Port-au-Prince. Alors c'est à partir de Salomon que les gens ont commencé, à partir de l'année 1880, que les gens ont commencé à laisser cette zone, qui était la ville de Port-au-Prince, pour aller dans des quartiers, pour créer de nouveaux quartiers. C'est à ce moment-là qu'on a eu, ils se sont dirigés vers l'Est, et c'est à ce moment-là qu'on a eu les nouveaux quartiers de Tioujo, de Bois-Vernat, qui étaient devenus maintenant des quartiers résidentiels, où les maisons n'étaient pas collées les unes à côté des autres, les maisons étaient construites sur de grandes propriétés, et à ce moment-là, on n'avait pas à craindre l'incendie. Et c'est la raison pour laquelle c'est une ville qui n'a pas pu, comme d'autres villes de pays étrangers, qui n'a pas pu laisser une empreinte tout à fait spéciale. Parce que les maisons étaient constamment détruites, reconstruites, démolies par les incendies, reconstruites. Donc ça a totalement défiguré la ville telle qu'elle aurait pu être. Pour moi parler de la période qui va de 1950 à 1956, j'ai réalisé cet effort et nous avons eu, ça a donné le tome 8, qui est la deuxième partie de la ville contemporaine.
Alors, j'ai pensé que ce serait très intéressant pour moi de faire au moins, de parler au moins des origines et de m'arrêter à 1804. C'est-à-dire que je voulais écrire surtout le Port-au-Prince colonial. Mais il s'est trouvé que j'ai écrit le premier volume, j'ai écrit encore le deuxième, et il s'est trouvé que j'ai eu envie de continuer. Et c'est ainsi que, encouragé par d'autres, j'ai continué jusqu'à arriver à ma gloire. Nous voulons avec vous tous, proches ou lointains, communier dans le souvenir de l'épopée. Mais si vous regardez le travail que Georges fait sur Port-au-Prince là, travail et sérieux que le mettait, et munici que le mettait dans camper ville là, dans reprendre l'histoire ville là, dans reprendre ville là dans toute intégrité. En la faisant, il a pu utiliser, faire croiser diverses préoccupations, le local, le national. Il parle de Port-au-Prince. Georges, son nègre, qui t'a bien droit, chita dans la même place avec tout grand historien que le pays a gagné. Il a pu évoquer dans son histoire de la ville de Port-au-Prince divers aspects qui rendent ce travail jusqu'à présent intéressant. Dernière expérience que je fais avec monsieur, parce que il était un projet, dernier livre, dernier petit chose sur la cathédrale de Port-au-Prince. Alors, c'est une balle qui fait monsieur parler puis bonheur. Ça prend et puis l'envie et puis il fait livre, il demande des médailles en pile la donne et puis nous fait des expériences dans le livre ça parce que au moment il était un problème de date nous a fait de cloche parce que bail cloche était une énigme là dedans et puis un jour nous déplacer il nous dit non faut nous regarder bon dans ensemble dans le cloche qui entreposé dans la cour archevêchée et puis il contrôle les dates bah il retourne ceci cela et puis c'est là ça nous rend compte que il était font ouais et puis monsieur fait correction et puis monsieur fait près de 2 semaines ou 3 semaines après répéter monsieur si pas de joindre ouais ça et puis mal écrit bagaille ça. Au cours de nos séances dans le cadre du jury des chants qu'ils prennent la parole. Nous l'attendions, moi je l'écoutais, et simplement il disait, je suis historien, mais je ne suis pas un homme de lettres. Je fais confiance au jugement de Gaillard, le Padel Pompilus de Franck Etienne. J'attends le verdict du jury. Et son nègre qui n'a pas gagné aucun esprit de fermer tête libre. Non, le royaume pour le connaître les plus pour tout le monde, non. Son est d'une grande humilité et son est qui est correct dans le rapport à la monde. Je dois dire que ce qui m'a le plus porté aussi à faire ces recherches, à donner à ces recherches, c'était que nous vivions une époque assez difficile. C'était le début des années 60. C'était vraiment pas intéressant de vivre constamment dans une ambiance politique qui avait été créée à l'époque. Il y a eu pas mal de bouleversements politiques. Et c'est la raison pour laquelle aussi, elle n'a jamais pu être vraiment une belle ville. La ville aurait pu être une très belle ville parce que d'abord le site de cette ville est magnifique. On a toujours dit que ce panorama rappelle celui de Naples. Ça aurait pu être une très belle ville. Malheureusement,
C'est pas comme on l'avait souhaité. La seule différence, c'est qu'à une certaine époque, les gens étaient moins agressifs qu'ils le sont devenus maintenant. Même si on n'était pas du même bord, mais on ne se haïssait pas vraiment. Ceci est très particulier parce que on voit plus ça maintenant. Ou sorti passe machin, ou passer riel piquant, ou river sous champ de masse. Moins campé à des salines, d'apcraser you l'audience, chez où vini passer. Moins suivre pi devant, nous passer devant pétion, n'al joue derrière tribune. L'ennui t'est fait tomber, mauvais j'ai monté bois, maman vit où déjà. Moi chitarex café, ma boue ak moun de bien, chez où tout n'est passé. Ou modem, moins modé ou brigé, moins brigé ou maman a une belle fête. Cette façon de vivre l'un à côté de l'autre, mon cher, ça a disparu. La situation vraiment inquiétante pour cette ville, et non pas seulement pour cette ville, même pour ce pays, c'est la croissance démographique galopante que l'on constate. Quand on pense que sous ma gloire, il y a une cinquantaine d'années, la ville de Port-au-Prince ne dépassait pas 250 000 habitants, et qu'en 50 ans, on pense qu'elle a atteint ces 2 millions, et ça continue. Alors là, c'est extrêmement grave. Le grand cimetière qu'on a s'appelait cimetière extérieur. Extérieur parce que c'était en dehors de la ville. Voyez-vous? Et c'est précisément lorsque on s'est rendu compte que le cimetière intérieur était devenu trop petit. D'abord, on a interdit de continuer à mettre à enterrer dans ce cimetière et on a ouvert le cimetière extérieur pour qui est devenu maintenant le nouveau cimetière de Port-au-Prince. Et il s'est appelé cimetière extérieur parce que, comme je vous dis là, il était en dehors de la ville. Maintenant, il est loin d'être extérieur. Maintenant, il a relevé l'intérieur. Eh bien, si ça devait continuer comme ça, moi, je me demande comment pourra-t-on vivre dans cette ville. Si on n'arrête pas cette explosion démographique, qui se précise chaque jour davantage. Vous ne devez pas comprendre que c'est possible qu'une ville puisse s'agrandir de cette façon, anarchique, et ne pas créer toutes sortes de problèmes pour elle. Mais on ne se le dit pas. On fait beaucoup de plans, mais on reste souvent à avoir dans l'esprit que le plan est pour aujourd'hui. Mais il n'y a pas de projection sur l'avenir. Certainement, Port-au-Prince commencera à être une ville franchement invivable. Elle commence déjà à être invivable. C'est malheureux que dans ce pays, on n'a pas l'avenir de l'esprit. Et M. de une petite phrase, la mort commence avec la naissance. Une fois qu'on fait, il faut passer par là. Et puis M. Tegon, Jean, que lui était percevoir ça. Le monsieur pour qu'à Dieu, Jean Salon, Jean l'hôpital canapé vert et autres. Et puis le moment est arrivé. Puis monsieur était regardé, et puis monsieur dit Alexandre, on y est. Il connaît. On est qui connaît. Mais pas de crier, le bâtiment. Non.
Non, jamais. Greenback, il n'y a pas de temps. Greenback, il était passé de souffrance. Madame Antoine était la gouvernante de sa mère. Il fait prendre salon à Kaili, ils font chambre pour Madame Antoine, parce que sa chambre, il retire Paul dans l'hôpital Canabével, il redescend à Kaili, ils font espace pour Madame Antoine vienne rendre service occupé de fin de ville. Et alors, la mère de Georges lui avait toujours dit que quand elle serait plus là, c'est elle qui devait s'occuper de Georges. Et ce qu'elle a fait jusqu'au dernier moment. Georges mourit, nous avons dit dans la même année. Il y a des gens qui ne comprennent pas qui valeur n'est ça a gagné dans la société haïtienne. Parce que l'homme qui est Trump, George Covington, fort fait payer avant ça. Monsieur, bon, sorte de leçon, même si on connaît que pas d'espoir que Bayo pas fini, mais ça va dire pour arrêter. Faut continuer à avancer. Si pas arriver ou pas arriver, mais ou pas camper parce que pas d'espoir. Monsieur toujours continuer, c'est un plus gros regret, monsieur, que il n'a pas réussi à reloger la bibliothèque. Je l'ai dit, mais seul regret, je ne pas aimé que la bibliothèque m'a quitté, qui constitue le fonds documentaire sur lequel je travaille, je fais sur Port-au-Prince. Je ne pas aimé que à ma mort, patrimoine ça disparaisse. Et au moment où il s'en va, il ne parlait pas comme signe d'affection. Il avait perdu l'usage de la parole. Il a réussi à se faire comprendre et il a fait chercher 2 exemplaires de son dernier ouvrage, La cathédrale. J'étais avec Michel Dorette et il m'a donné un exemplaire et un exemplaire à Dorette. On sentait que c'est avec satisfaction qu'il nous donnait le livre dans ces conditions. Enseveli sous les décombres pendant des heures lors du séisme du 12 janvier, Georges en est sorti vivant. Mais il ne s'est jamais remis de la perte de sa bibliothèque qui contenait tout Port-au-Prince, toute sa passion.